Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle d'économie entre collègues lors d'un repas de famille, la problématique de la dette arrive toujours dans la conversation. On la trouve nécessaire, trop élevée, mortifère, chacun a son avis. Avec le quoi qu'il en coûte du président de la République, on a découvert qu'elle pouvait sauver une économie, nous sauver la vie. Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP. Le grand public vous connaît aussi pour vos interventions dans les débats télévisés. Enfin, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais celui qui nous intéresse est très récent. Il date de mai 2021. Il était une fois l'argent magique, contes et mécontes pour adultes, le Cherche Midi éditeur. Parce que pour vous, l'argent magique, c'est une belle histoire qu'on raconte aux grandes personnes? Oui, c'est un conte, mais c'est un conte de fées. Comme tous les contes de fées, ça commence bien, mais quand il arrive minuit, Cendrillon redevient Cendrillon. Et donc, ce que je mets en avant, c'est le fait que, effectivement, avoir émis de la dette, avoir maintenu le revenu des Français pendant les 55 jours où ils n'ont pas pu travailler, c'était quelque chose qui a permis de sauver à la fois l'économie et de garder un certain style de vie, un certain niveau de vie à une population qui était par ailleurs secouée par la pandémie. Mais ça ne peut pas être durable. On ne peut pas substituer durablement de la dette, des signes monétaires, de l'argent qui circule à du travail. Il y a un économiste assez célèbre qui est Nicolas Gregory Mankiw, qui est un peu l'économiste de référence sur le plan universitaire en ce moment dans le monde, qui a défini l'économie en 10 points. Et le point numéro 8, c'est que le revenu d'un pays est directement lié à la production réalisée par ce pays. Et donc, sans travail, si on se contente d'émettre de la dette, au bout d'un moment, le revenu est appelé à se contracter. Quand vous parlez d'argent magique, on est bien d'accord, on parle bien de création de dette publique. Absolument, oui, parce que normalement, quand on crée une dette privée, c'est les banques qui créent de la dette privée, qui prêtent à une entreprise ou à des particuliers, et en regard, il y a un actif. Pour une entreprise, ça va être du capital sous forme de machine qui va assurer la production de nouveaux biens, donc il va y avoir une association immédiate entre la dette privée et la production. Et quand on prête à un ménage, eh bien en général, assez souvent, c'est pour acquérir de l'immobilier, donc il y a eu une production qui a été réalisée auparavant par le promoteur immobilier qui réalise la vente. En revanche, quand l'État emprunte, il se contente de garantir des revenus, il redistribue ce qu'il emprunte sous forme de revenus, et donc à partir de ce moment-là, il injecte du pouvoir d'achat sans qu'on ait la garantie qu'il y ait un regard de la production capable d'absorber ce pouvoir d'achat. C'est-à-dire que injecter du pouvoir d'achat, ça peut se faire sans création de richesse? Alors, on peut injecter du pouvoir d'achat sans création de richesse. Normalement, quand l'État agit à bon escient, il se dit, en injectant du pouvoir d'achat, je vais solliciter chez les entreprises une dynamique de remise au travail, de réutilisation du capital. Et à ce moment-là, eh bien, les entreprises vont se mettre à produire davantage. Donc il y a une association entre cette demande créée par l'État et puis la capacité des entreprises de créer de nouveau de la richesse en sollicitant davantage le capital et le travail. Et puis il y a des circonstances où les entreprises sont au plein emploi, où l'économie est au plein emploi, et à partir de ce moment-là, ce pouvoir d'achat supplémentaire a deux traductions, une hausse des prix, de l'inflation, ce qu'on est en train de voir en ce moment. C'est-à-dire que toutes les sommes d'argent magique qui ont été injectées à la surface de la planète sont en train de créer une reprise de l'inflation. À mon avis, ce ne sera pas durable, mais enfin, quand même, il y a une pression sur les prix liée au fait qu'on a donné de l'argent sans qu'il y ait, pendant 55 jours en France, on n'a pas produit, cette production nous manque. Et la deuxième possibilité pour un pays, c'est d'importer. C'est-à-dire le travail et la production qu'il ne trouve pas sur son territoire, eh bien le pays va les trouver à l'extérieur. Et donc en France, c'est typique. Nous avons un déficit extérieur qui est à des niveaux abyssaux. On a retrouvé la situation de 1982. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce pouvoir d'achat injecté, en fait, on l'exporte. Absolument. Ça fait de la production en Chine ou en Inde, Absolument. Et donc pas à nos entreprises. Absolument. Alors, ce qui est assez spectaculaire dans ce qui vient de se passer, c'est que donc notre pouvoir d'achat a favorisé en particulier le décollage du Vietnam. On a signé un accord de libre-échange avec le Vietnam en pleine période de la pandémie, ce qui était prévu depuis longtemps et ce qui est conforme aux intérêts à la fois de l'Europe et du Vietnam. On a tous intérêt à ce que une partie du travail vietnamien s'améliore, s'augmente et que nous en profitions. Mais la conséquence, c'est que jamais la balance des paiements courants du Vietnam n'a été aussi excédentaire et jamais la nôtre, à nous France, n'a été aussi déficitaire. Depuis, encore une fois, 1982, nos auditeurs téléspectateurs doivent se souvenir qu'en 1982, ça s'était terminé par la rigueur, le carnet de change,
l'augmentation des impôts. On va en parler de ça. Parce que ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous expliquez que la création de dette publique par un État ou un souverain, quand c'était pas un État, c'est très ancien. Oui, c'est-à-dire qu'assez rapidement, les souverains se sont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de réaliser une confiscation fiscale à la hauteur de leurs besoins. C'est-à-dire, grosso modo, ils se sont assez vite dit, bon, je vais emprunter, et puis il arrive un moment où j'annule, je fais banqueroute, et à partir de ce moment-là, d'une certaine façon, la population paie les conséquences de mes décisions, sauf qu'elle ne le paie pas sous forme d'impôt, elle le paie sous forme de banqueroute. Une partie des épargnants est ruinée. C'est-à-dire, au lieu de ruiner le contribuable, on ruine l'épargnant, mais à la fin des fins, on ruine quand même une partie de sa population. Ce qui est de frappant dans ce qui s'est passé récemment, c'est deux choses. La première, c'est que on a inventé un outil pour gérer les problèmes de la dette publique, c'est la Banque centrale. Et donc, il y a des enjeux qui sont les rapports que nous, l'État, avec la Banque centrale, qui est devenu un des principaux créanciers mondiaux. Les banques centrales détiennent l'essentiel des dettes publiques. En France, c'est entre 25 et 30%. Au Japon, c'est la moitié de la dette publique du Japon qui est détenue par la Banque centrale. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est une stratégie depuis une trentaine d'années mise en place par les Japonais. C'est eux qui ont inventé plus ou moins ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire le fait que la Banque centrale rachète la dette publique. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est que les engagements des États, à une certaine époque, pendant très longtemps, ça a été de rendre sous une forme diverse ou variée de l'or. C'est-à-dire ils empruntaient de la monnaie qui était assise sur l'or et leur engagement c'était qu'ils rembourseraient de la monnaie elle-même assise sur l'or. Donc ils étaient obligés de limiter la ponction et donc de limiter le remboursement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils finissaient par faire banqueroute. Maintenant, tout ça n'est pas assis sur l'or, donc potentiellement, ils peuvent s'endetter à l'infini, moyennant, on fait tourner la planche à billets, on va voir la Banque centrale qui rachète et on injecte donc des signes monétaires sans limite. Alors pour être précis, faire tourner la planche à billets, ça n'existe plus. Non, physiquement, on a l'impression que faire tourner la planche à billets, il y aurait dans le bureau, voilà, une offset dans le bureau de monsieur Bruno Le Maire, et puis il appuierait sur un bouton et tchac, on verrait sortir les billets. C'est pas comme ça que ça se passe. Faire tourner la planche à billets, concrètement, c'est demander à la Banque centrale de racheter la dette publique. C'est-à-dire, elle ne l'achète pas en direct. En fait, c'est une histoire de tuyau, mais ça se termine toujours quand même dans ses comptes à elle. Et alors, c'est un double avantage pour l'État. Le premier avantage, c'est que potentiellement, la Banque centrale peut en acheter à l'infini. Et encore une fois, au Japon, vous avez une dette publique qui représente 250% du PIB, de la production. La moitié est détenue par la Banque centrale, ce qui fait que le bilan de la Banque centrale, maintenant, est supérieur à la production annuelle de l'économie japonaise. En Europe, on est aux alentours de 40%. Aux États-Unis à 25%. Donc, on voit bien, si on atteignait le taux japonais de détention de notre dette publique et le niveau d'endettement du Japon et le taux et le niveau de détention par la Banque centrale de ce qu'on a au Japon, on aura encore une sorte de boulevard d'endettement devant nous. Et la deuxième chose, c'est que cette dette détenue par la Banque centrale est gratuite. Alors personne ne repère ça, mais quand la Banque centrale reçoit les intérêts que verse normalement l'État, la Banque centrale, qui est propriété de l'État, reverse à son propriétaire les intérêts en question. Concrètement, l'année dernière, dans le budget de l'État, il y avait 32 milliards d'inscrits pour payer les intérêts, et ça n'a coûté à l'État que 26 milliards, parce que la Banque centrale a reversé les 6 milliards que l'État lui avait versés précédemment. Alors justement, puisque vous parlez d'intérêt, quand les taux d'intérêt sont très bas, on entend très souvent faire de la dette ne coûte rien. Absolument, c'est le discours qui consiste à dire allons-y, les taux d'intérêt sont très bas, et ils sont d'autant plus bas que la Banque centrale, effectivement, elle aussi, qui est aussi un des éléments déterminants des taux d'intérêt, maintient des politiques monétaires très accommodantes. Mais moi je vais plus loin, je dis écoutez, mais les taux d'intérêt c'est pas bas ils peuvent être nuls. Il suffit, encore une fois, de faire acheter la dette par la Banque centrale. Donc je pense que l'enjeu, c'est pas tellement le fait de s'endetter, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette? À quoi sert cette dette? Et je pense que assurer la transition, faire en sorte que l'économie ne s'effondre pas, faire en sorte que la population ne subisse pas directement et de façon trop brutale les conséquences du confinement que nous avons subi l'année dernière, ça me paraît assez légitime. Mais je crois que globalement, la dette ne doit pas être interprétée comme un moyen d'investir, parce que qu'est-ce que c'est que l'investissement public? Je prends comme exemple, là aussi, le Japon dont j'ai parlé. Le Japon s'est illustré par le fait qu'à un moment donné, il y a eu un vaste plan de construction de ponts
Alors ils ont construit des ponts en disant voilà, ça va améliorer la circulation. Ça coûte cher. Et ça coûte cher, bon, en plus, puis ça mobilise beaucoup le BTP qui mobilise la main-d'œuvre. Bon. Et puis ils se sont aperçus que les entreprises en question étaient en train de construire des ponts sur des endroits où il n'y avait rien dessous. Alors la phase suivante, ça a été de construire des rivières, de percer des rivières pour les faire passer sous le pont. L'utilité sociale de ce type d'investissement est nulle, voire négative. Et donc, en revanche, quand vous payez un chercheur, quand vous payez un professeur, vous pouvez espérer que ça va améliorer la situation de croissance économique. Et ça, c'est pas de l'investissement, c'est vécu comme étant la vie du fonctionnement naturel de l'État. Donc, l'idée qu'il faut assimiler la dette à l'investissement est une idée fausse. En revanche, l'idée qu'il faille assimiler la dette à une forme de transition de trésorerie, une forme de possibilité donnée à l'économie de passer les phases difficiles, c'est plutôt assez efficace. Alors en France, on aime beaucoup les grands travaux, faire des lignes LGV, des autoroutes, donc faire du génie civil, et on entend quand même, finalement, ça crée de l'emploi. Oui, alors en France, on dit à la fois les grands investissements publics, ça crée de l'emploi, donc c'était un peu le discours d'ailleurs de France, le plan de relance de l'automne dernier, enfin de l'automne 2020, puis ensuite les 30 milliards de France 2030. Et donc il y a toujours un discours qui consiste à dire ça va créer de l'emploi. Là maintenant, s'est rajouté un discours en disant on va avoir une plus grande souveraineté. Ça va être, c'est notre président de la République qui avait dit ces plans de relance, ils auront comme objectif de satisfaire un but écologique, un but en termes de solidarité, et un but en termes de souveraineté. Et de relocaliser certaines industries. Bon, le bilan de tout ça, c'est quand même que, je le rappelle là aussi, y compris dans le livre, l'investissement public, l'enthousiasme pour les emplois et tout ça, ça se termine par le Minitel, et lorsque François Mitterrand avait fêté les 20 ans de Minitel, il s'était permis de faire une remarque en disant mais si je comprends bien ce Minitel, tout le monde nous l'envie et personne ne nous l'achète. Et donc je crois qu'il y a beaucoup d'investissements publics partis dans l'enthousiasme qui se termine par on nous envie mais on ne nous achète pas. Or un des gros problèmes encore une fois de la France, c'est que cette perte d'efficacité de la dépense publique par des projets qui sont quelquefois pharaoniques et rarement efficaces, eh bien ça creuse notre déficit extérieur. C'est-à-dire qu'on distribue de l'argent, il n'y a pas de la production en regard, et donc on importe. Et ça va mal se terminer. Quand vous dites argent magique, si je comprends bien, c'est que vous dites c'est comme une baguette magique, je dis une formule et hop, l'argent apparaît. Exactement. Alors que, de ce que j'entends, j'imagine que les gens qui décident tout ça ont plus de diplômes que moi, ont un cerveau et une tête mieux faite que moi. Comment se retrouvent-ils dans cette impasse, si je vous comprends bien? Ah mais vous savez, ils ont un cerveau beaucoup mieux fait que le nôtre, et donc la conséquence c'est qu'ils utilisent un langage qu'on ne comprend pas toujours. Mais à la fin des fins, ça reste quand même comme s'il y avait une offset dans le bureau de M. Bruno Le Maire, et qu'il imprime des billets qu'il distribue. Et donc, un exemple simple, le projet de budget qui a été déposé sur les bureaux du Parlement cet automne prévoyait un déficit budgétaire de 143 milliards d'euros. À la fin de la discussion à l'Assemblée nationale, le budget a été transmis au Sénat, on était passé à 155 milliards d'euros de déficit, 12 milliards de dépenses supplémentaires. Et donc, un certain nombre de gens ont dit, mais ces 12 milliards, comment vous allez financer tout ça? Et la réponse de M. Dussopt, le ministre, il dit, écoutez, l'argent magique, en fait, il n'a pas dit ça comme ça, mais le quoi qu'il en coûte, depuis une dizaine d'années, on s'est aperçu que finalement, c'était tout à fait possible d'augmenter les dépenses, de faire du déficit sans qu'il y ait de conséquences. Alors pourquoi en fait c'est comme ça? Parce que les gens ont quand même en tête ce qui s'est passé au moment de l'affaire grecque. Pourquoi est-ce que ce qu'on peut se permettre, nous, les Grecs, ne pouvaient pas se le permettre? Et oui, la crise de l'euro. La crise de l'euro et tout ça. Ce qui s'est passé entre les deux, c'est que avant juillet 2012, l'accord que nous avions passé notamment avec nos partenaires allemands, c'était de dire il faut que la Banque centrale limite ses rachats de dettes à des circonstances bien particulières et bien prévues par les traités. Et depuis 2012, c'est le quoi qu'il en coûte d'origine, c'était Mario Draghi, à l'époque à la tête de la Banque centrale, et sur la base d'un accord du sommet européen de juillet 2012, accord authentifié par Madame Merkel, eh bien la Banque centrale peut racheter sans limite. Alors ça durera jusqu'au moment où les Allemands diront non mais finalement ce serait peut-être
assez sage de revenir à une situation où on met quand même une limite aux capacités d'acquisition de la dette publique par la Banque centrale. Alors on a vu en plus récemment que les pays orthodoxes sur le budget, la Hollande, l'Allemagne, commençaient à mettre la pression. Ce que vous dites, c'est que ça commence à arriver. Oui, alors il y a ce qu'on appelle les pays frugaux, que le Premier ministre portugais désigne comme les pays radins. Alors, suivant où on se situe, on est soit frugal, soit radin. Ce qui est inquiétant, parce que au sein de l'Europe, ça crée quand même des tensions. Les gens qui pensent qu'ils sont radins sont les gens de ce qu'on appelait autrefois le Club Med, c'est-à-dire les pays d'Europe du Sud. C'est des pays qui ont la dette publique dépasse les 100% du PIB. Et les pays qui, effectivement, montrent du doigt, donc ces pays, les pays frugaux en question, sont plutôt les pays d'Europe du Nord. Ils étaient 4 au départ l'année dernière, quand la France a voulu revoir les traités européens, faire en sorte que pérenniser cette possibilité offerte par la Banque centrale d'achevoir de la dette pratiquement sans limite et gratuite. Ils étaient 4. C'était l'Autriche et les Pays-Bas qui sont dans la zone euro, le Danemark et la Suède qui sont hors zone euro. Maintenant, ils sont 8. Et avec des pays comme la Slovaquie, qui est un pays qui dit, écoutez, mais nous, on est un pays encore pauvre, et pourtant on s'impose des règles de discipline budgétaire que des pays comme la France et l'Italie pourraient s'imposer. Et donc, un des enjeux, c'est, outre notre déficit extérieur, c'est aussi notre position en Europe. Et il y a un nouveau chancelier en Allemagne, qui était auparavant ministre des Finances, qui avait été serein, mais quand même assez ferme. Et puis alors il y a un nouveau ministre des Finances qui est carrément sur la ligne des frugaux. Donc un des enjeux aussi, c'est un enjeu politique. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir à ce qui existait il y a quelques années, c'est-à-dire des économistes qui pensaient qu'il allait y avoir un euro du Nord et un euro du Sud? C'est une menace. Je ne pense pas que ça puisse dans l'immédiat se faire. Je pense qu'au moment où les Grecs ont posé la question, finalement, Tsipras s'est présenté lors de la crise grecque devant les instances européennes en disant « Mon peuple est prêt à me soutenir pour sortir de la zone euro. Donc je suis prêt, je pourrais faire exploser le truc, mais je pense qu'il vaut mieux garder un euro uni avec tous les pays qui sont à l'origine du projet. » Et c'est l'arbitrage final qui a été rendu avec cette possibilité offerte du quoi qu'il en coûte par Mario Draghi. Mais je pense que si on continue, les frugaux vont devenir de plus en plus intransigeants, de plus en plus insistants. Et encore une fois, le ton monte entre les positions prises par la France, le Portugal, l'Espagne et les discours des Néerlandais, des Suédois et des Autrichiens. Le ton monte. Vous pensez que le Covid a permis une pause ? Le Covid a permis une pause, et ce qui est assez frappant, c'est que le Covid a, d'une certaine façon, fait fonctionner les traités de façon efficace. C'est-à-dire qu'on veut revoir les traités, mais quand on regarde les traités, ce que prévoit bien le traité européen, sur lequel s'appuient d'ailleurs de plus en plus de pays. Je parlais du Japon, le nouveau Premier ministre japonais dit finalement les règles européennes ne sont pas si absurdes que ça. Madame Yellen, qui est secrétaire au Trésor américaine, défend aussi ces règles. L'idée, c'est de dire il doit y avoir un équilibre des finances publiques, pas de dette, et puis il peut y avoir des moments où on accepte de la dette, soit parce que vous avez une récession qui est provoquée, comme en 2008-2009, par une crise financière, par des dysfonctionnements de l'économie, soit quand vous avez un événement extérieur qui crée des circonstances exceptionnelles. Et les traités prévoient ces circonstances exceptionnelles. D'ailleurs, nous sommes en circonstances exceptionnelles jusqu'en mars 2022. Et la Commission se pose la question, est-ce que la 5e vague va obliger l'Europe à reporter les circonstances exceptionnelles, la 5e vague de la Covid, à juillet 2022 ? Alors clairement, pour le grand public, les 3% ont explosé. Alors là, ça a été un sorcier qui les a fait sauter. Ah, ils ont explosé. Alors d'ailleurs, les 3%, c'est un peu de l'histoire maintenant, puisque cette idée qu'on doit équilibrer les comptes, mais on peut laisser filer les comptes dans des circonstances exceptionnelles, l'idée c'est que les circonstances exceptionnelles, on ne peut pas les arrêter à 3%. Et effectivement, là, en 2020, les gens ne réalisent pas ça, mais on a eu une contraction de la production de 8 à 9%, et une augmentation légère du revenu des ménages. C'est-à-dire que la population française n'a pas eu de conséquences dans son revenu, dans son pouvoir d'achat du confinement. Alors elle a d'ailleurs pas mal épargné, c'est-à-dire comme elle n'arrivait pas à dépenser dans les magasins. 120 milliards. Oui, entre 120 et 150 milliards d'euros, on est en train de... Oui, parce que une des raisons pratiques, c'est que comme les magasins étaient fermés, de toute façon, vous ne pouviez pas dépenser. Mais qui a subi les conséquences ? Qui a pu maintenir ce niveau de revenus des ménages? 20% c'est grâce aux entreprises qui ont été obligées de créer des fonds propres, et 80% c'est de la dette publique. Et donc effectivement
l'Europe a constaté que ça fonctionnait, et au-delà des 3%, on n'aurait pas pu se permettre de maintenir le pouvoir d'achat des populations si on avait maintenu strictement les 3%. Alors, vous parlez aussi de bonnes et de mauvaises dettes. Parce qu'en fait, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, on peut avoir de la dette, on peut générer de la dette publique quand c'est bien fléché. Mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que c'est politique, ça. Oui, c'est pour ça. Ou alors il y a une explication technique économique. Non, y a, sur le plan économique, encore une fois, les traités européens reprennent cette idée que la bonne dette, d'une certaine façon, c'est pas celle qui est authentifiée comme finançant des investissements, parce que l'investissement public, à la différence de l'investissement privé, vous n'avez pas du capital réalisable. Quand vous êtes une entreprise que vous investissez, vous achetez des machines. Si vous faites faillite, eh bien la machine, elle est récupérée par le créancier. Quand vous faites un investissement public, il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Le créancier, la seule chose qu'il peut espérer, c'est que cette dette va servir à faire de la croissance. Et donc, c'est pas forcément l'investissement public qui génère de la croissance, parce que l'exemple des ponts japonais est là pour le confirmer. Ce qui va permettre de maintenir la croissance, c'est effectivement d'assurer une sorte de lisibilité dans l'évolution des dépenses publiques et dans l'évolution de la stratégie budgétaire. Et donc, une bonne dette, c'est celle qui lisse le cycle, qui fait en sorte qu'au moment des récessions, on maintienne le revenu de la population. Une mauvaise dette, c'est celle qui va faire le Minitel, le plan calcul. Alors, le plan calcul, c'est vieux, le plan calcul, mais je le mets souvent d'avant parce que c'est le général de Gaulle. Vous savez, le général de Gaulle, c'est intouchable. Tout le monde est gaulliste maintenant. Sauf que le plan calcul, ça a été quand même une sacrée gabegie. Et c'était de l'investissement public, assis en partie sur des emprunts. Et tout ça s'est terminé en fiasco. Alors, je ne vais pas me faire le défenseur des sociodémocrates pour dire ça comme ça, mais financer de l'emploi, c'est financer de la consommation et donc sans doute de la croissance. En tout cas, c'est leur point de vue. Oui, c'est leur point de vue. Mais par rapport à ça, il y a deux bémols à mettre en regard. D'abord, les sociodémocrates sont historiques, hein, ceux de Scandinavie, disent bien que en fait, on peut pas se permettre uniquement de dire que l'objectif c'est l'emploi, c'est aussi l'emploi productif. Et donc, plutôt que de l'emploi, il vaut mieux financer de la formation. C'est-à-dire financer la préparation à l'emploi d'une partie de la population. C'est le discours du Danemark. Oui, absolument. Et il faut associer à ce genre de politique ce qu'ils appellent des politiques soit de flexi-sécurité, soit le mot qui est plus à la mode maintenant, c'est mobication, c'est-à-dire où on demande à la main-d'œuvre à la fois d'être mobile et d'accepter ce qu'on appelle en anglais de l'education, c'est-à-dire la formation, le comportement, tout un ensemble, le savoir-être, comme on dit en France. Soft skills. Voilà, absolument. Et donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, lorsque vous distribuez de l'argent et de la consommation, ça n'a de sens que si ça reste une demande qui s'adresse à l'offre nationale. Et alors, les Pays-Bas et la Suède peuvent se permettre de faire ça, même s'ils ne le font pas, parce que leur déficit extérieur a été réduit, voire maintenant ce sont des excédents extérieurs très importants. En revanche, la France ne peut pas se permettre ça parce que, je le rappelle et j'insiste, notre déficit extérieur est devenu plus que problématique. C'est-à-dire que notre dette publique française finance Amazon et les usines chinoises. En pratique, oui. En pratique, notre dette, on donne de l'argent effectivement aux ménages. Les ménages achètent des produits qui arrivent de Chine. Tout ça se retrouve entre les mains du fonds souverain chinois, mais on achète aussi du pétrole, puis on achète aussi des produits allemands, et tout ça se trouve entre les mains de gens qui viennent nous racheter nos usines. Je rappelle que le principal investisseur en France sur la bourse de Paris, c'est le fonds souverain norvégien, et que donc l'avenue Montaigne, qui est une des avenues les plus prestigieuses de Paris, est détenue à 80% par des étrangers. Oui, parce que quand vous dites ça, vous ajoutez là qu'en fait, en plus, on perd la propriété, les bijoux de famille, l'industrie, parce qu'elle est rachetée par d'autres. Absolument. Et quand on veut être souverain, il faut faire en sorte que nous soyons propriétaires de nos entreprises. Si on veut éviter que les entreprises ferment, il faut faire en sorte que le siège social soit encore français, que les gens raisonnent par rapport à la réalité française. Quand votre siège social est à Shanghai, à Tokyo ou à Los Angeles, les gens se disent, écoutez, fermez une unité de production quelque part dans la vieille Europe. Dans la vieille Europe, dans le Val-de-Loire, c'est où par rapport à Florence, tout ça, par rapport à Rome, tout ça, bon, c'est pas très bien, et on ferme. Alors que si on conserve la propriété de notre outil de production, à ce moment-là aussi, c'est, à mon avis, tout aussi efficace, voire plus efficace que des stratégies de relocalisation. Alors, depuis que j'entends parler de la dette, on va dire depuis mes cours d'économie au lycée,
à chaque fois, j'entends on va aller dans le mur, ça va mal se terminer, comme vous venez de le faire. Et finalement, on est toujours là, il y a toujours autant de dettes, voire plus, et on n'est toujours pas dans le mur. Donc, est-ce que cette menace, ce chiffon rouge de la dette, c'est juste pour nous faire payer plus d'impôts quand il y en a besoin, proposer de l'austérité parce qu'on a l'impression que c'est sans fin finalement. Oui, alors là où je vous rejoins, c'est ce que je dénonce d'ailleurs dans certains de mes articles, je dénonce ce que j'appelle le pseudo-libéralisme. Moi je suis libéral, mais ce que je reproche à beaucoup de gens qui défendent des politiques libérales, c'est d'en donner une vision punitive. C'est-à-dire effectivement, on va faire une politique d'austérité, c'est pas bien ce que vous avez fait, vous allez être puni et donc vous allez voir vos impôts augmenter. Je pense que l'enjeu n'est pas là parce que derrière tout ça, il y a cette idée que quelque part, on va être dans l'incapacité de rembourser la dette en question. Or, d'une part, ça se rembourse pas une dette, hein, ça circule, on réemprunte dès qu'elle arrive à échéance. Et encore une fois, on le voit bien avec le Japon. Le Japon, 250% de dette publique. Nous, on est à 118%. On a des marges. La dette publique détenue par la Banque centrale est gratuite, donc ça ne pénalise pas l'économie. Donc, de certaine façon, c'est pas ça le vrai danger. En revanche, je pense qu'il y a un vrai danger, qui est un danger en termes justement de perte de souveraineté. La génération future, grosso modo, du fait de cette distribution excessive de pouvoir d'achat, va avoir à payer nos retraites, vu mon âge, c'est nos retraites, et puis elle va devoir à payer la rémunération des placements faits par le fonds souverain norvégien, par les Qataris, par les Chinois et tout ça. Et donc, elle va avoir une double peine, non pas du fait de la dette publique, mais du fait du pouvoir d'achat excessif qui a été entretenu par cette dette publique. Et donc, on ne peut pas résoudre le problème de la dette publique sans penser en termes de production, et je pense qu'on ne peut pas penser en termes de production sans penser en termes investissement privé, durée du temps de travail. Et donc, c'est pas de punir la population par des impôts dont nous avons besoin, mais de lui dire, on va être obligé de faire un effort en termes de quantité de travail, en termes de mobilisation du travail. Et est-ce que le problème n'est pas finalement l'incompétence au sens large des gens qui allouent la dette, qui flèchent la dette? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une technique pour que cet argent public soit injecté dans l'économie par d'autres? Alors je pense que la bonne solution, effectivement... Par de la dette privée. Exactement. Ouais. Ce serait effectivement que l'État renonce à un certain nombre d'activités qui ne sont pas de son ressort naturellement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui devraient être privatisées, confiées à l'État. Mais je vais prendre deux exemples. Lorsqu'on a voté la loi Pacte, notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, annonçant qu'on allait privatiser l'aéroport de Paris, avait déclaré que l'un aéroport, c'est des commerces et que l'État n'a pas vocation à gérer des commerces. Oui, et donc, mais c'est du transport aussi. Voilà. Et alors maintenant, quand on entend, il dit, on a des mots sur la privatisation d'aéroports de Paris, on dit, oh non, mais vous savez, c'est pas urgent. Et puis, il y a un problème de souveraineté, avoir un grand aéroport, le transport, tout ça. Regardez ce qui s'est passé à Toulouse. Bon. Donc, il y a une espèce de discours ambigu et qui est à géométrie variable. Et puis... je le rappelle, Toulouse, c'est un fonds chinois. Un fonds chinois qui a racheté, et donc on ne sait même plus qui c'est maintenant, parce qu'entre-temps, le fonds en question, le principal dirigeant a disparu. Ouais, de disparition régulièrement. Oui, disparition physique. Bon. Et la deuxième considération, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités sur lesquelles l'État devrait passer la main, c'est-à-dire avoir un raisonnement plutôt, comme on dit dans le BTP, il y a le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, être plutôt maître d'ouvrage, passer des commandes, et laisser le secteur privé à la fois opérer, et puis le secteur privé avoir une logique qui soit une logique de vision à long terme et d'investissement à long terme. Alors on va parler remboursement de cette dette. Là, je crois qu'on va faire plaisir à plein de gens qui auront ce sujet-là au repas de Noël, avec la grande phrase « de toute façon, on ne remboursera jamais, on ne saura pas, nos enfants vont rembourser, nos petits-enfants vont rembourser. Qu'est-ce qu'il va se passer avec cette somme du quoi qu'il en coûte ajoutée à la dette existante ?» Oui, alors effectivement, les États ne remboursent pratiquement jamais leurs dettes de façon très immédiate. Grosso modo, il y a des rentes perpétuelles depuis le 19e siècle, et dans les budgets des États, quand on analyse que les parlements votent, il n'y a pas d'amortissement de la dette, il n'y a pas de remboursement de la dette, il y a juste le versement des intérêts. Et quand est-ce qu'un État peut rembourser, objectivement, c'est quand il dégage des excédents. En France, la dernière fois qu'on a été en excédent budgétaire, c'était en 1974. Et dans l'histoire du XXe siècle, il n'y a que deux personnages qui ont véritablement dégagé des excédents budgétaires. C'est Poincaré dans les années 20 et De Gaulle dans les années 60. Et la cagnotte de M. Jospin. Alors, il y a eu la cagnotte qui était la cagnotte de M. Chirac et Jospin, mais c'était
même pas un excédent, c'était une réduction du déficit. On était quand même arrivé en plein moment de la cagnotte, on était à 220 milliards de déficit. Alors on est aussi à 220 milliards de déficit cette année, sauf qu'à l'époque c'était des francs, et maintenant c'est des euros. Donc on a quand même creusé durablement le déficit. En revanche, pour les gens qui détiennent de la dette, l'enjeu c'est moins d'ailleurs de savoir s'ils vont être remboursés, mais si les intérêts qui leur sont dus vont être payés. Or, c'est le cas, pour l'instant il n'y a pas de problème. La plupart des Français d'ailleurs qui ont accès à la dette publique le font au travers de l'assurance vie, et les assurances vie ça rapporte de moins en moins parce que les taux d'intérêt sont très bas, mais ça rapporte quand même, c'est remboursé. Donc la menace, c'est pas tellement le non-remboursement, la menace c'est le maintien d'une rémunération très faible de ces dettes publiques pour éviter que les États n'aient trop à débourser. Alors, je vais commencer avec les questions parce qu'elles sont nombreuses. Une personne nous demande, est-ce que ce système de création monétaire à l'infini, puisque c'est ça, créer la dette publique, est-ce qu'il aura une fin selon vous, ou est-ce que ça va continuer encore et encore? Mais pour l'instant, les gens sont convaincus qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter, puisque tant qu'il y a la confiance des... Néanmoins, il y a des signes qui sont des signes un peu avant-coureurs d'une forme d'inquiétude. Et donc là, je parle en plus dans un lieu où l'or est en odeur de sainteté, par définition. Un des signes avant-coureurs, c'est le fait que le marché de l'or n'arrête pas de s'apprécier. Je rappelle que quand l'or a été sorti du système, en 1971, le ministre de l'époque, qui était Valéry Giscard d'Estaing, dit « Bon, l'or c'est fini, on n'en parle plus », avec comme conséquence qu'on va émettre un grand emprunt qui va être indexé sur l'or. Et donc, on a émis un emprunt en 1973 de 5 milliards de francs, et Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas un imbécile, avait dit, écoutez, polytechnicien, donc voilà, il avait dit, écoutez, de toute façon, indexé sur l'or, donc ça va encore baisser, donc bon. Quand on l'a remboursé en 1988, il a fallu débourser 78 milliards de francs. Donc l'or, bon, et la situation s'est encore aggravée, entre guillemets, amplifiée. Alan Greenspan, qui a été le grand président de la Réserve fédérale des États-Unis, celui que l'on met souvent en avant, a dit récemment dans une interview, faisant le bilan un peu de sa vie de grand financier, il a dit, on est quand même arrivé sur les dettes publiques à des niveaux où on est en train de préparer le retour de l'or. Et donc il dit finalement l'abandon de l'étalon or a été mal géré, c'était peut-être une bonne idée, mais on n'en a pas tiré les bonnes conséquences. Aujourd'hui, l'or justement augmente notamment parce que l'inflation augmente, c'est oui. En fait tout à fait mécanique. Est-ce que la dette et l'inflation, ça va entraîner une catastrophe alors boursière ou autre? Non, pas une catastrophe, d'autant plus que maintenant, dans tout ce qui est catastrophe financière, entre guillemets, la Banque centrale, encore une fois, est là pour amortir et colmater les brèches. Et des enjeux de la Banque centrale, c'est de garder sa crédibilité. D'où la Banque centrale ne peut pas se permettre de donner l'impression d'être totalement entre les mains des États et de financer toutes les gabegies possibles et imaginables des États. On le voit d'ailleurs, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, où un des débats autour de l'avenir de M. Jérôme Powell, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre à la tête de la Banque centrale une personnalité un peu plus rugueuse, comme l'avait été Volcker dans les années 80, qui avait rétabli la crédibilité du dollar et redonné sa force au dollar. Donc la question de savoir, c'est est-ce que la Banque centrale peut se permettre de laisser aller comme ça jusqu'à l'infini. Mais bon, elle sera là pour éviter les cracks. En réalité, je pense que la conséquence de tout ça, c'est un article très intéressant qui a été publié à la fin des années 80 par un économiste qui s'appelle Robert Barrault, et qui disait, si vous faites beaucoup de dettes publiques, l'inquiétude que ça va générer fait que les gens vont se tourner vers des choses assez sûres, et la chose la plus sûre que l'humanité ait trouvée, c'est l'immobilier. Et donc il disait, plus il y aura de dettes publiques, moins il y aura de classe moyenne à Manhattan. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, sauf que la classe moyenne quitte Manhattan, elle est en train de quitter Paris, bientôt Lyon en France, Bordeaux. Et Bordeaux, ça commence. Une question sur l'assurance vie, vous l'avez dit, les assurances vie rapportent de moins en moins. Alors ils essaient de faire passer de compte en euros à unité de compte, oui, absolument, pour récupérer un peu de marge. Quel est le risque aujourd'hui d'avoir des assurances vie
un peu bien rempli, puisqu'on sait que c'est un des placements préférés des Français. Est-ce qu'il y a un risque que ces assurances-vie, à part qu'elles ne rapportent plus grand-chose? Non, il n'y a aucun risque d'annulation, il n'y a aucun risque de coup de rabot. Simplement, effectivement, ça rapporte de moins en moins. Là, le début de l'inflation fait que vous avez une légère tension sur les taux d'intérêt. Même sur le livret A, qui rapporte lui aussi très très peu, il est envisagé de remonter le taux à 0,8%. Les derniers calculs, les dernières suggestions de la Banque de France qui gère ça, c'est de dire au gouvernement, si vous appliquez la formule que vous avez mise au point, il faut le remonter à 0,8% au mois de février. Donc je pense que ça rapportera peu, ça continuera à rapporter, c'est relativement garanti, mais effectivement, ça va durablement rapporter peu. Autre question, justement, si l'inflation augmente, donc les taux d'intérêt augmentent, sans doute, sauf si les banques centrales décident de ne pas augmenter les taux d'intérêt, ce qui serait un choix. Oui. Est-ce que la dette va coûter plus cher? Alors, encore une fois, je pense que la dette privée va coûter plus cher et les banques centrales sont en train de réfléchir à ça. Il y a un papier très intéressant du gouverneur de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, c'est un peu historiquement une sorte de banque centrale de référence, même si l'Angleterre n'a plus ni la puissance ni le prestige financier qu'elle pouvait avoir il y a un siècle de ça. Et il disait, après tout, il faut laisser remonter les taux d'intérêt. En plus, l'épargnant est quand même demandeur de taux d'intérêt plus élevés. On le voit bien en Europe, les tensions qu'il peut y avoir autour du gouvernement allemand. Bon. Donc il faut laisser remonter les taux d'intérêt. En revanche, pour éviter que les États ne soient en situation de banqueroute, que les États puissent continuer à honorer leur signature, il faut que les banques centrales rachètent de plus en plus de dettes. Et je pense qu'on va vers une situation de compromis où les taux d'intérêt vont monter, mais en revanche où la part de la dette détenue par la Banque centrale va augmenter. Ce qui fait que celle qui va être détenue par le public va être relativement stable, voire en léger recul, mais elle sera mieux rémunérée. Mais ça veut dire que les États vont continuer à injecter ? Alors, donc que l'inflation va continuer. Oui, alors il y a un risque d'inflation, c'est clair, et donc il y a quand même, là on en rejoint. On est bien d'accord que parce que c'est une des questions, c'est quoi les meilleures précautions à prendre face à l'inflation ? Oui. Alors est-ce que c'est, je sais pas, c'est pas précisé, pour les États ou pour les gens, mais pour les États. Alors si vous voulez, le véritable enjeu dans tout ça, c'est que l'inflation, elle est contenue par le fait que quand cet excès de pouvoir d'achat qui est distribué se répercute sous forme d'importation. C'est le grand débat aux États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais été en un déficit extérieur aussi élevé. Je parle de celui de la France, mais aux États-Unis, c'est 80 milliards de dollars par mois. Nous, c'est 80 milliards de dollars par an. Bon, alors évidemment, la taille des économies n'est pas immédiatement comparable, mais aux États-Unis, c'est... Et donc les Américains disent, mais ça ne peut pas produire de l'inflation, puisque de toute façon, on passera à 100 milliards de déficit extérieur par mois, et tout ça se terminera par le fait qu'on va créer de la dynamique d'activité économique en Inde, au Vietnam, en Chine, dans tous nos fournisseurs habituels. Je pense quand même que cet exercice et cette théorie atteint ses limites, et qu'il va falloir que les États reviennent à une forme de sagesse en essayant d'équilibrer leurs comptes. En France, le véritable enjeu, c'est pas le budget qui est voté en ce moment, c'est celui qui sera voté après les présidentielles. Après les présidentielles. Oui, mais le nouveau président, même si c'est un renouvellement, on n'en sait rien, va quand même encore avoir envie d'avoir sa baguette magique. Alors le nouveau il n'est pas né, celui qui oui, absolument. Le nouveau président, il va être soumis à trois contradictions, à trois éléments. Le premier, c'est qu'effectivement, quoi qu'il en coûte, cet argent magique, c'est quand même assez tentant dans une période où effectivement, il y a quand même eu des tensions sociales dans le pays qui peuvent avoir un tour un peu inquiétant. Le deuxième élément, c'est qu'il ne peut pas non plus se disputer de façon simultanée avec les Allemands, les Suédois. Ah oui, il y a d'autres tensions. Il y a d'autres tensions, et donc s'il veut garder la position de la France, il faut quand même aussi qu'il fasse des concessions à nos partenaires européens. Et puis, le troisième élément, c'est quand même que, indépendamment du déficit extérieur et tout ça, si la pression sur certains prix se maintient, je pense à la pression sur les prix agroalimentaires, sur des choses comme ça, il faudra quand même qu'il essaie de... On ne peut pas se contenter de dire aux gens, rassurez-vous, on va vous donner un chèque de 100 euros, de 1000 euros, de 5000 euros pour essayer de compenser tout ça. Ça ne peut pas tenir durablement. Les 100 euros pouvant d'ailleurs partir en Chine. Ah mais complètement. Les 100 euros ont vocation, tels qu'ils sont à l'heure actuelle, tels qu'ils sont calibrés, à partir en Chine. Autre question, alors oui, c'est quelle mesure souverainiste, puisque le président de la République a parlé d'État souverain, peut prendre l'État français face à la politique monétaire européenne ?
Alors je pense que il y a deux mesures qu'il peut mettre en avant. D'abord, pour être crédible, il faut qu'il montre véritablement un objectif de réduction du déficit budgétaire. C'est d'ailleurs, si vous regardez les propos récents de notre gouverneur, de notre banque centrale à nous, qui existe encore, de notre Banque de France, qui est François Villeroy de Galhau, il dit bien que si la France veut éviter d'avoir à affronter l'Europe, il faut qu'elle affiche très vite un plan de réduction du déficit budgétaire et un plan de réforme qui permette effectivement de dire au reste de nos partenaires que on a conscience quand même du problème. Puis le deuxième élément, c'est de remettre le pays au travail. Alors là aussi, nos dirigeants ont conscience quand ils disent on va reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à, alors, qui 64, qui 67 et toujours tout ça. plus. Toujours plus. L'idée, c'est, il faut équilibrer les comptes des régimes de retraite, et puis surtout, il faut, tous ces gens qui ont entre 62 et 67 ans, qui sont encore jeunes, potentiellement dynamiques et tout ça, pourquoi se priver à la fois de leur expérience et de leur capacité de travail? Alors, je pense que ce n'est tenable, ce genre de discours, qu'à deux conditions. La première, c'est que on dise aussi aux gens qui ont entre 25 et 50 ans qu'on va leur permettre eux aussi de travailler plus, et donc là, non pas en reportant leur âge de travail, mais en leur donnant la possibilité de leur donner du travail, en leur donnant la possibilité d'exprimer leur talent. Et puis, il y a quand même un effort de formation, deuxième élément, qui est indispensable. Il ne s'agit pas de continuer à dire on fait de la formation, 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Il faut quand même que concrètement, les gens qui ont le baccalauréat puissent dire mais grâce à ça je trouve un travail. Alors question très politique, et dans un monde où l'environnement, la défense de l'environnement commence à prendre la place, les monnaies d'aide nécessitent une croissance infinie dans un monde par définition fini en matière. En tout cas, c'est le point de vue de téléspectateurs. De ce fait, nos monnaies sont-elles compatibles avec les enjeux environnementaux de demain ? Alors, notre monnaie n'a de sens, effectivement, que si on remet en regard une certaine quantité de production. Le véritable enjeu, c'est est-ce que cette production peut être infinie, et si elle n'est pas infinie, est-ce qu'elle peut s'asseoir sur de plus en plus de consommation d'éléments naturels? Alors, je pense que là aussi, effectivement, la question est pertinente. On ne peut pas créer à l'infini de la monnaie. C'est ce que disaient les économistes du 19e siècle. C'est le combat contre les alchimistes. On ne peut pas créer de l'infini de l'or s'il n'y a pas en regard de la production. En revanche, sur la production elle-même, l'enjeu c'est est-ce qu'on peut avoir une production de moins en moins destructrice de l'environnement? Moi, je pense que oui, mais quand on voit les résultats des COP qui s'enchaînent les unes après les autres et où les engagements sont extrêmement vigoureux, vous savez, c'est Fabius avec son marteau. Et le responsable de la COP qui pleure à chaque fois. Voilà, qui pleure et tout ça, sauf que quand il quitte la COP, il va prendre un avion au lieu de prendre le train. Il a beaucoup pleuré sur la tribune, mais il prend un moment. Donc je pense que c'est possible, à condition qu'on dépasse le stade de l'affichage et de l'hypocrisie pour entrer dans une véritable logique d'évaluation et notamment de fixation d'un prix du carbone, de dire, écoutez, polluer, ça coûte tant, et donc en France, on n'en est pas encore là. Hein. Quand vous voyez Christine Lagarde de la BCE qui commence à flécher en fait son argent magique, oui. Et donc elle flèche vers justement les entreprises ou les investissements environnementaux. Vous êtes libéral, ça doit vous hérisser. Oui, ça me hérisse, et ça me hérisse parce que c'est pas à elle de le faire. Et donc, mais je comprends de notre côté qu'à partir du moment où elle a en face d'elle des États qui sont totalement hypocrites, donc qui annoncent beaucoup de choses et qui se montrent en réalité parfaitement insouciants par rapport à l'enjeu climatique, je pense que après tout, elle lance un cri d'alarme. Mais ça me hérisse fondamentalement. D'ailleurs, j'avais réagi à plusieurs reprises dans des articles de journaux en rappelant un fabuliste donc que j'aime bien, qui est Florian, et qui disait « Chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Et donc, c'est pas le métier de la Banque centrale de flécher tel ou tel investissement et de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. En revanche, je pense que l'enjeu climatique devrait faire en sorte qu'on augmente le prix du carbone, donc on mette en place des taxes carbone, et elles ne seront acceptables que si, en regard de ces taxes, on en baisse d'autres. C'est-à-dire, là aussi, c'est le sado-libéralisme. Si on vit l'écologie comme étant un élément sadique pour punir les gens, ben, ça ne marchera pas.
Alors, une question, puisqu'on en a beaucoup parlé. Si on flèche la dette sur autre chose que l'emploi, vers quoi elle pourrait aller? Ça peut être quoi? Parce que nous, on est vraiment en France, c'est ça, c'est le discours, en tout cas politique. Oui. C'est je crée de la dette parce que je crée de l'emploi. Oui, moi je pense qu'effectivement, d'abord, la dette doit être une exception, on doit équilibrer les comptes, et on ne met de la dette que dans des circonstances exceptionnelles pour permettre à l'économie de survivre. Et donc, flécher la dette vers quoi? À ce moment-là, ça veut dire la flécher grosso modo sous forme de réduction d'impôts, c'est-à-dire on n'augmente pas les dépenses, mais on dit aux gens, écoutez, vous allez payer moins d'impôts, et à partir de ce moment-là, vous allez maintenir votre revenu, même dans des circonstances où il n'y a pas le travail correspondant en face. Mais l'idée d'une dette qui soit, c'est ce qu'on appelle en économie les stabilisateurs automatiques. Il faut faire en sorte que la dette apparaisse un peu spontanément parce que l'activité économique se contracte, donc les impôts baissent à hauteur de cette contraction de l'activité économique. Mais cette idée d'un volontarisme où l'État va s'endetter parce qu'il a compris où était l'avenir, qu'est-ce que serait la croissance de demain, est une idée qui conduit à de sévères désillusions. L'État se trompe régulièrement. Alors vous me direz, le secteur privé se trompe aussi. Mais la différence entre le secteur privé et l'État quand il se trompe, c'est que le secteur privé, celui qui s'est trompé est puni en faisant faillite. Dans le secteur public, on constate deux choses. D'abord, il s'obstine. L'État a tendance à s'obstiner. Il constate son erreur, mais il se dit non, mais bon, c'est pas possible. Donc il va encore plus loin dans l'erreur. Et une fois qu'il est arrivé au résultat que de toute façon c'était une erreur, le responsable de tout ça change de métier et la dette, elle, reste là. Heureusement que l'État n'est pas puni par la faillite, parce qu'on serait tous punis quand même. Absolument, et c'est d'ailleurs un des enjeux, c'est-à-dire que l'État, s'il fait banqueroute, c'est tous ses créanciers qui sont punis, et puis ensuite, c'est l'ensemble de la population, parce qu'un État qui a fait banqueroute, après, pour réemprunter, pour se repositionner sur le marché des capitaux, il lui faut un certain temps. Et on l'a vu, on le voit avec l'Argentine, qui est quand même le pays de l'hyperinflation depuis alors, 40 ans. Et alors, normalement, un État, il est dans une situation où il emprunte dans sa propre monnaie, donc si la Banque centrale est derrière, ça va. Mais en plus, quand l'État, parce qu'il s'est endetté, a beaucoup de déficits extérieurs, c'est le cycle infernal. L'Argentine est un très bon exemple. Vous vous endettez, c'est pas grave, la Banque centrale vous paie. Sauf que ça fait du déficit extérieur. Ce déficit extérieur, c'est pas grave parce que, finalement, Buenos Aires est acheté par le fonds souverain norvégien. Sauf qu'il arrive un moment... La viande aussi. Voilà, la viande, mais aussi bon. Mais puis il arrive un moment où les gens disent, écoutez, mais on a acheté la moitié de la vie, est-ce que vous pourriez nous donner des dollars? Puisque nous, ce qu'on veut, c'est des dollars. Et à ce moment-là, c'est le drame. Alors, on parle beaucoup de monnaie et on voit arriver des monnaies qui sont indépendantes des banques centrales. Oui. On va dire des monnaies privées. Oui. On veut parler des crypto-monnaies ou quelles qu'elles soient. Est-ce que ça peut être finalement une manière de faire un pas de côté par rapport à la dette des banques centrales? Alors, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est que effectivement, ça existe. Mais je ne pense pas que ce soit l'avenir. C'est-à-dire que la monnaie, ça reste quand même... d'abord, la Banque centrale est protégée par la loi. En France, il y a un code monétaire et financier dont un des articles est d'une simplicité biblique qui dit « La monnaie de la France est l'euro ». C'est simple. Donc, si vous allez dans un commerce, si vous allez dans un magasin, si vous voulez acheter quelque chose, il faut avoir des euros. Si vous avez donc ce qu'on appelle une crypto-monnaie, le commerçant peut ne pas l'accepter. Donc, vous êtes là, crochant comme devant, avec vos bitcoins, votre monnaie. Je dis bitcoin, mais ça peut être n'importe quelle autre crypto-monnaie, et vous l'avez. Bon. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant, et on en revient à ce que disait Robert Barrault sur le Manhattan, c'est-à-dire le fait que si ça va trop loin, cet argent magique, si on s'endette trop, la population crée une anticipation négative et donc à partir de ce moment-là, elle va chercher un actif pour se réfugier. Et donc, l'immobilier, c'est un actif assez naturel, l'or, c'est un actif historique, et maintenant, il y a un certain nombre de gens qui se disent, mais pourquoi pas ces crypto-actifs? À ceci près que l'immobilier, votre appartement, vous l'aurez toujours, l'or, je maintiens, c'est pas parce que je suis sur... mais l'or, ça reste un biais culturel de valeur refuge. Il y a une tradition historique depuis Crésus, c'est le 6e siècle, il y a une confiance. Bon, après, c'est peut-être pas permanent, ni infini dans le temps, mais pour l'instant, la crypto-monnaie, vous regardez un peu les fluctuations du Bitcoin, et surtout la violence, la volatilité de l'évolution de la valeur du Bitcoin. Donc il faut avoir le cœur bien accroché et il faut se dire que s'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdront. Ce que vous venez de dire, c'est finalement quand les banques centrales, font n'importe quoi pour être vulgaire et familier, elles enlèvent l'élément numéro 1
nécessaire à la monnaie, c'est la confiance. Exactement. La confiance, et quand on parle donc de la confiance qu'on leur apporte, c'est leur crédibilité. Et c'est un vrai enjeu. Je maintiens ce qu'il y a d'intéressant dans ce qui se passe en ce moment, c'est que nous on le voit pas très bien parce que mais aussi bien aux États-Unis qu'au Japon et accessoirement au Royaume-Uni, il y a un vrai débat sur est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, est-ce que la crédibilité même de cette institution centrale du dispositif économique actuel qu'est la Banque centrale n'est pas en train d'être affectée par les politiques budgétaires qui ont été menées. Vous pensez que ce sera un débat dans la campagne présidentielle ? Non. Je pense que dans la campagne présidentielle, il y aura un débat autour du pouvoir d'achat avec cette illusion que finalement, l'argent magique permet d'augmenter à l'infini le pouvoir d'achat sans trop se poser de questions. Mais je pense en revanche que ce sera une obligation pour le nouveau gouvernement, y compris si le président de la République actuel est réélu. Je pense que au printemps prochain et surtout à l'automne, quand il faudra présenter le budget pour l'année suivante, pour 2023, je pense qu'à ce moment-là, le véritable enjeu apparaîtra sur jusqu'où on peut aller et est-ce qu'il ne faut pas demander au pays un effort. Et vous pensez que ce sujet de la dette ou de l'argent magique est un sujet dont les gens ne s'approprient pas assez ? Je pense que ça, ils ne se l'approprient pas assez. Et ce qui me frappe, c'est que quand vous regardez les campagnes présidentielles antérieures, il y avait deux sujets qui étaient mis en avant. C'était ma priorité, c'est l'emploi. Et puis il y avait des gens sur l'échiquier politique, comme François Bayrou, qui mettaient en avant la dette, en disant on ne peut pas aller plus loin. Je me rappelle en 2007, par exemple, il avait mis ça en avant, mais le gouvernement sortant avait mis en avant le rapport qui avait été demandé à Michel Perbraud par Thierry Breton, à l'époque ministre de l'économie. Donc il y avait, en ce moment, c'est deux sujets qui sont relativement secondaires par rapport au pouvoir d'achat, qui est devenu, et à l'insécurité, donc à des sujets plus sociétaux. Néanmoins, les deux sujets vont nous rattraper, c'est-à-dire qu'on a encore 3,5 millions de chômeurs, ce qui est absolument invraisemblable, notamment par rapport à certains de nos voisins, et on a cette dette qui est en train de creuser notre déficit extérieur. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Je rappelle le titre de votre livre « Il était une fois l'argent magique, contes et mécontes pour adultes ».